Alors il a commencé à être pensé en 2013. Alors pourquoi? C'est parce que déjà je venais de m'installer, donc on était passé à 4 associés et on avait 70 vaches, donc c'était assez limite pour pouvoir se payer tous déjà en taille d'exploitation. Donc on a décidé de se développer. Pour se développer, on a réfléchi dans un premier temps à mettre un robot de traite dans l'ancien bâtiment. Donc ça, en fait, c'était possible, mais on ne pouvait pas augmenter la capacité du troupeau, et c'est ce que l'on souhaitait. Donc du coup, on a commencé à réfléchir à un bâtiment nouveau, un nouvel outil de production. Voilà. Et toi, Sébastien, quand est-ce que tu as commencé à rentrer dans la GAEC et pourquoi? Bon, moi, je suis rentré dans le GAEC en 2019. Pourquoi? J'avais envie de m'installer sur la ferme familiale pour la faire progresser au niveau bâtiment, génétiquement sur les vaches, ce qui est ma passion première. Mais avant, je souhaitais faire une expérience professionnelle à l'extérieur. Donc, je suis parti 5 ans travailler dans la société Cemex, vente de semences de taureaux. Et ça m'a permis de voir d'autres étables et de ramener aussi des idées derrière, toujours intéressantes à voir. En tout cas, bon, le troupeau vient de la famille. Oui. Votre père, vous aviez décidé, ça fait longtemps que vous y resteriez ou c'est une chose qui est devenue après ou c'était très clair pour tout le monde? Moi, depuis tout petit, j'ai toujours voulu, et quand j'étais à l'école le soir, je rentrais, c'était pour aller aux vaches ou dans les champs. Et moi, c'est pareil, depuis tout petit, ça a été, on est né dedans, donc quand on est dedans, c'est une passion, et la passion, quand on l'a, je pense qu'on la garde à vie. Et votre formation académique a été en ce sens aussi? Oui. Oui, pour tous les deux. Enfin, moi, j'ai fait un bac pro gestion d'exploitation agricole, un BTS derrière gestion aussi, et après une spécialisation en 4 mois vache laitière. Voilà. Moi, j'ai également fait le même bac pro que Jérôme, et ensuite j'ai fait un BTS production animale. Et derrière, quand je voulais aller travailler à l'extérieur, j'ai fait une année de spécialisation en tant que commercial. D'accord. Bon. On y est. Maintenant, on va faire une petite description d'une fiche technique de ce bâtiment et des investissements en général, mais surtout mètres carrés, tout ça. Et le bâtiment a combien de mètres carrés? Alors le bâtiment, il fait 3500 mètres carrés. Il fait 114 mètres de long par 31 de large. Et ensuite, dans la configuration du bâtiment, il y a 4,50 m de couloir d'alimentation, 5 mètres derrière l'exercice, derrière les commandes à 10, et 21 mètres de couchage de large. Donc ensuite, ça représente par vache 15 mètres carrés de couchage chacune. Voilà. Ouais. Et le couchage, on l'a dit déjà. Et pourquoi ce couchage-là? C'est un couchage un peu spécial, c'est en bois, on ne le voit pas trop. Non, on ne voit pas trop, c'est un couchage en plaquettes de bois. C'est pas commun. Après, Jérôme, mon frère, a un copain forestier voilà, qui a permis aussi de trouver cette solution assez facilement. Et ensuite, on avait vu des bâtiments sur compost végétal, mais où on trouvait quand même les vaches assez sales. Parce que quand une vache pisse sur compost, ça fait une masse et après ça se colle sur les poils des vaches. Tandis que le gros avantage de la plaquette, c'est que quand la vache pisse, en fait, ça traverse. Donc il n'y a pas d'humidité sur le dessus. Et les vaches restent propres, c'est absorbé sur le fond. N'est-ce pas? Oui. Toujours comme ça? Oui. Non, enfin, pas tout à fait. Des fois en hiver, ça peut être un petit peu plus sale quand il y a des gros taux d'humidité, mais quand on dit sale, c'est vraiment à peine un peu sur les cuisses. C'est pas. C'est sale. Elle garde cet aspect brillant, on va dire. C'est sale pour nous, mais quand des gens viennent, elles sont très propres. Oui, voilà, elles sont propres. Nous, des fois, on dit qu'elles sont un peu sales et les gens nous disent qu'elles sont propres. Voilà. Notre éleveur dirait oui, tout à fait. C'est ça. Et après, ce qui a été vraiment l'élément déclencheur de ce système de couchage, quand on en a eu, c'était quand même le confort de la vache, parce que nos anciennes logettes n'étaient plus adaptées au gabarit des vaches. Et les vaches s'abîmaient dedans, on avait du mal à se lever. Et le fait qu'elles soient toujours sur le béton aussi dans les logettes, pour les problèmes de pattes, on avait plus de problèmes. Même par exemple la Mortellaro, le fait que la litière soit quand même assez sèche, on a beaucoup moins de problèmes de Mortellaro entre les ongles, sans avoir fait de traitement particulier. On revient sur le bâtiment. Voilà. C'est un bâtiment en bois. Pourquoi? Et où est-ce que vous avez vu ça?
C'est pas, bon, il y en a, mais pas autant. Ben, le coup de cœur du bois, en fait, ça a été suite à plusieurs visites de bâtiments en 2013 dans le centre de la France et l'Ouest. Tous les bâtiments qu'on a été voir avec un consultant indépendant en élevage laitier, c'était que des bâtiments en bois en fait. Donc du coup, ça nous a donné cette envie du bois. Et lorsqu'on a réalisé les devis, comme on était sur une grande portée, on avait très peu de différence avec le fer. Donc ça a fini de nous convaincre pour partir sur le bois, quoi. Et en plus, des panneaux et photovoltaïques. Oui. Pourquoi, comment est-ce jusqu'à quel point l'investissement dans les plaques de relation avec le bâtiment général? Ben, en fait, c'est que quand on a monté tout le projet, avec tous les devis, la somme était quand même relativement élevée. Et entre-temps, on a connu quelqu'un qui est courtier dans le photovoltaïque, qui a plusieurs fournisseurs justement, ou de bâtiments ou de centrales solaires. Et ils nous ont fait des propositions. Et il s'est avéré que du coup, ça nous faisait une soulte. En fait, l'investisseur est venu se poser sur la toiture et sa centrale. Et il nous a versé une soulte de 150 000 € qui nous paye la charpente. Donc du coup, ça a permis de baisser le budget du projet, quoi. Voilà un petit peu, ça a été la raison qui a déclenché le photovoltaïque. Alors, ensuite... C'est pas facile, c'est facile à maintenir ou c'est un problème? À maintenir... Les panneaux, où on les laisse... Alors en fait, ils ne sont pas à nous. D'accord. On loue, c'est comme si on louait la toiture en fait, c'est ce genre de principe. Donc c'est l'investisseur qui s'en occupe. Voilà. Ils ne nous appartiennent pas. D'accord. Voilà. En tout cas, dans ce projet, dès le début, vous aviez pensé qu'il fallait faire les choses assez automatisées ou robotisées, jusqu'à quel point seulement la traite d'autres choses, mais la traite est évidente, vous avez des robots. Parlez un peu de ça, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous avez envisagé, pensé tout ça? Au début, c'était que la traite. C'était vraiment qu'automatiser la traite, puisque les premières idées étaient donc de mettre un robot dans l'ancien bâtiment. Après, automatiser un petit peu le raclage, mais par des racleurs classiques. D'ailleurs, ce genre de machine n'existait pas encore en 2012 ou 2013. Donc il n'y avait pas du tout ces idées-là. Et puis petit à petit, on a invité les bâtiments. Les bâtiments qu'on a invités au début, c'était des logettes. Donc on repartait sur de la logette. Oui, ça a été que 3 ans après que l'idée du compost s'est déclenchée. Le projet a beaucoup évolué. Mais en tout cas, toujours en pensant à une quantité de vaches en production. Oui, 120 vaches en production, voilà. Mais après, on recherchait quand même de la logette ultra confortable. Donc on avait fait chiffrer pas mal de choses différentes, des super matelas entre guillemets, des systèmes où on mettait énormément de paille, mais il fallait des quantités de paille phénoménales. Bon, il y avait une petite partie pas d'automatisation, mais d'utiliser des petites machines pour balayer les logettes et les repailler, de se faciliter le travail, parce qu'avant on les faisait à la main les logettes. Donc pour essayer quand même de faciliter le travail au niveau de l'entretien des logettes. Mais voilà, après ça s'est arrêté là, la partie logette, parce qu'ensuite il y a un éleveur dans le département qui avait fait un bâtiment sur compost, compost végétal. Il y a eu l'assemblée du syndicat de race du département chez lui, on y a été. Et là, quand on a vu en fait le confort de couchage des vaches, cette place pour les vaches, ça nous a convaincus. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller en Israël avec ma coopérative. Alors l'objectif de ce voyage, c'est beaucoup des céréaliers, donc c'était par rapport à la gestion d'irrigation et de l'eau. Mais moi j'ai demandé à avoir des vaches laitières tant qu'on allait là-bas. Donc j'ai pu voir le système compost en Israël. Donc ça a fini encore de nous convaincre de voir le système. Sachant que ce n'est pas tout à fait le même système, mais le principe de base est le même. D'accord. Voilà. Bon, alors le robot à la traite, mais après vous avez un autre robot aussi. Oui. Alors là en fait c'est quand le bâtiment a évolué avec le projet, donc on a fait intervenir FDS, c'est un cabinet de consultants indépendants en robotisation. Ils nous ont fait la conception du bâtiment un peu comme ils la voyaient eux et comment c'était facile pour s'occuper des animaux, facile possible, pratique. Et là la problématique qui s'est posée, c'est avec des racleurs, comment on fait pour racler, bon là ici tout droit c'est pas un problème, mais comment on racle la partie en travers devant les robots. Donc on a réfléchi avec de l'aval à plein de solutions, ça paraissait compliqué. Et entre-temps, notre nutritionniste nous dit mais il y a les robots aspirateurs aujourd'hui. Bon, nouvelle idée, on est parti en voir. Donc ça a remûri encore, ça nous a plu, mais
Comment? Il a fallu aller à l'avant. Voilà aussi. Il y a ça aussi, donc c'était comment on intègre ça ici. Donc là c'est compliqué, on a eu plusieurs devis, mais c'était des robots aspirateurs. Donc il fallait que ce soit quand même assez liquide, mais on ne savait pas comment ça allait être. Aujourd'hui avec du recul, heureusement qu'on a fait le choix de cette machine-là. Et entre-temps, comme le projet a retraîné suite à un problème photovoltaïque et les banques, de Laval a sorti le robot qui ramasse et qui aspire pas. Et là on s'est dit, tiens, il pourrait être adapté. Donc ça a été... ça a mûri, ça a changé plusieurs fois le projet. Et c'est comme ça qu'est arrivé donc, du coup, ce robot à cœur de Laval qui officiellement a 30 mètres carrés ici pour travailler. Il a été validé, mais... Voilà. Et la ventilation, c'est tout ça fait automatisé, comment ça fonctionne s'il vous plaît? Donc vas-y si tu veux. La ventilation, il y a une station météo qui est en coin du bâtiment, donc, qui prend la pluie, le vent et la température. Et donc les ventilateurs se mettent en route en fonction de la température du jour, du moment. Et ensuite il y a plusieurs périodes. Donc il y a la période froide en hiver, donc qui démarre quand la température est un peu plus haute, parce qu'il n'y a pas démarré à 0 par exemple. Ensuite il y a une température moyenne et ensuite côté chaud. Donc ça c'est l'été, donc là déjà à 15 degrés il commence déjà à démarrer. Et ensuite avec ça il y a également des lumières pour avoir 16 heures de jour par 24, voilà, pour essayer par rapport à la reproduction notamment, c'est très important. Et les filets brise-vent qui montent ou qui descendent en fonction pareil de la météo qu'il y a. Alors vous mettez les critères et après ça vous ne vous occupez pas. Voilà, c'est ça. C'est automatique. Parfait. Il y a une dernière question qu'on va rentrer un peu plus tard. Parce que je voulais parler de... Ah oui, avant de rentrer avec le dernier robot qui nous a amené ici, mais après on a vu d'autres. Et je voulais parler un tout petit peu aussi, pour avoir ces fiches techniques, description de votre travail, du point de vue de la production. La production laitière, à ce moment-ci, plus ou moins, la moyenne du troupeau, c'est combien de litres par jour par vache? Non, là, au jour d'aujourd'hui, on est entre 34 et 35 kg par vache par jour. Sachant qu'on est avancé en lait, on a 8 mois de lait. Voilà, parce qu'il y a eu quelques soucis de repro, donc qui font qu'on n'a pas trop de fraîcheur en lait, qui nous pénalise sur la production. Et on a également 50% du troupeau qui est en premier veau, première lactation. Donc, du coup, ça dû à l'augmentation du troupeau. Voilà. Et vous prévoyez le prévu, ça sera 3 plus encore, ça y arrivera, 3, 4? Oui, en ayant un bon stade de lactation, maintenant que la reproduction commence à rentrer en ordre et quand les vaches vont révéler, celles qui sont tardives, l'objectif est plutôt à 37-38 kg de lait. Et solide, et protéines? La protéine est à 34 et le gras est à 40. En 4 et 40. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Après cet été c'était un petit peu plus bas quand même. L'été c'était plus bas avec la chaleur, mais là aujourd'hui... Là ça a bien remonté à l'automne. Voilà. Et quand même avec un niveau de production assez haut malgré l'avancement en stade de lactation. Et bactériologie? La cellule, on oscille entre 200 et 250, des fois 280, ça peut arriver en été qu'il y a un pic au-dessus de 300, mais dans l'ensemble ça reste relativement stable. Et du point de vue génétique, pour y rentrer avec la question centrale, et vous travaillez avec différentes sources génétiques, américains, canadiens, européens, français, un peu du tout? Oui, alors au niveau génétique, nous on est quand même des passionnés de concours, nos parents faisaient des concours et on continue là-dedans. Ah bon? Oui, c'est donc voilà. C'est ça. Et donc du coup on travaille, notamment avec ces mecs où je travaillais avant, avec Beauvec, T-génétique, ST-génétique, enfin, on est ouvert à tout le monde en fait. Voilà. On choisit les taureaux qui nous correspondent là où ils sont. Voilà. On prend les meilleurs taureaux. Donc, nous ce qu'on recherche quand même c'est la production, parce que d'abord une vache, faut qu'elle soit rentable, une production, des fonctionnels corrects. Et après, tout ce qui est niveau morpho, donc nous on recherche quand même la hauteur et la largeur d'arrière-pie,
La taille, Pays, on ne la recherche pas forcément, mais on l'a déjà depuis longtemps. En fait, oui, moins maintenant, mais papa a travaillé beaucoup là-dessus depuis des années, parce que tous les concours dans les années 2000, c'était des vaches énormes. Enfin, on a plein de vaches qui avaient gagné dans des concours, c'était des camions, on va dire. C'est ça. Et voilà, après, La génétique est là. Hein. Des bonnes pattes et de la largeur, parce qu'une vache, pour moi, qui est serrée, ne fera pas de lait par rapport à une vache qui est puissante. Et puis si une vache qui est serrée, elle est en chaleur ou il y a un gros coup de vent, elle tombe. Parce qu'une qui est large, elle va rester debout. Et sexé, non sexé, pourcentage? Alors sur toutes nos génisses de renouvellement, c'est que du sexé. Et ensuite nos meilleures vaches, on les essaye en sexé. Les autres en conventionnel, et une partie où on ne veut pas garder la génétique des familles qu'on ne veut pas garder, on met du croisement blanc-bleu belge. D'accord. Et génomique, quel pourcentage? Je dirais élevé, 60-40. Ça dépend des périodes, ça dépend des 60 génomique 60 génomiques, 40. Ouais, ça dépend des périodes, ça dépend des taureaux qu'il y a. Souvent on utilise de la génomique, mais derrière, si 3 ans après, par exemple, on a 8-10 filles de ce taureau-là et qu'elles nous plaisent vraiment une fois en lait, on va refaire ce taureau x2. Bon, du coup, là, on est sur du Je ne vous ai pas demandé, mais avec l'alimentation, ça serait intéressant aussi. Combien de tard vous travaillez pour l'alimentation? Vous faites toute l'alimentation? Oui, on se fait toute l'alimentation. En surface, sur la ferme, il y a 170 hectares. On va dire 150 travaillés, parce qu'après, il y a quelques prairies permanentes ou quelques parcelles un peu difficiles pour travailler. Et il y a 70 hectares en herbe qui sont ensilés en systématique sur le printemps. 2, voire si la météo le permet, 3 coupes. Ouais. Ouais, ça fait 2 ans qu'on arrive à faire 3 coupes. Ouais. On est beaucoup sur des bases légumineuses, beaucoup de trèfles violets, beaucoup. Donc c'est quand même des espèces qui, même s'il fait chaud, poussent, ça capte l'azote de l'air. Donc on arrive à faire. Après, on fait des coupes très précoces. Le but c'est de chercher le maximum de valeur alimentaire. Donc sur les premières coupes cette année, on a réussi à sortir du NUF en énergie sur de l'herbe. Donc on n'avait jamais fait autant, c'est la première fois, mais le but en fait, on a appris à retravailler l'herbe et à sortir une herbe de très bonne qualité. On apprend année après année parce que c'est quelque chose il y a 6 ans en arrière, il n'y avait quasiment pas d'herbe sur la ferme. On était sur de la ration basique, maïs d'ensilage et de soja. On a complètement basculé notre système fourrager pour essayer de devenir le plus autonome possible. Et ensuite, en plus de 70 hectares d'herbe, il y a 90 hectares de maïs. Alors normalement, il n'y a pas besoin de 90 hectares, mais selon les années et la météorologie de l'année, il nous faut quand même beaucoup d'hectares parce que déjà on fait donc du maïs épi. Cette année, on en a fait 40 hectares pour faire une énergie concentrée donc pour la ration. Et on a fait 30 hectares de maïs d'ensilage. Alors, pour cette année, ça fait beaucoup, mais en fait, c'était une volonté de se créer un peu plus de stock pour mettre un petit peu moins d'herbe pour commencer à créer une avance de stock pour les années futures. En fait. Que si on a une année où c'est qu'on fait que de coupe d'herbe ou un peu moins, on est toujours de l'avance et qu'on n'est pas allé acheter du fourrage. Voilà, donc en gros, je dirais que c'est 70 hectares d'herbe, 60 de maïs qu'il faut pour assurer les stocks. Et vous n'avez qu'une ration pour la production? Oui, c'est une ration unique, oui. Et après, donc pour... Voilà, après une ration pré-pavelage, une ration génisse, enfin génisse repro est pleine et une ration pour les petites. Et pour finir avec la question production aussi, et avec le lait, qu'est-ce que vous faites? Qui vient ici acheter le lait? Donc ici, il y a 5 ans, on a créé un groupement avec 15 éleveurs du département et on a créé notre propre marque de lait. Voilà. Comment ça s'appelle? Le Blanc des Pyrénées. Ça paraît en vin, je pense Ouais, que vous l'avez voilà. pensé comme ça. Voilà, c'était pour faire ressortir dans les Pyrénées, puisqu'on les a. Aujourd'hui, on ne les voit pas parce qu'il fait gris, mais voilà. Et donc, dans cette marque qu'on a créée, tout le lait part à notre société. Ce qu'on a besoin de transformer, et l'excédent est vendu à Sodial au prix du marché classique, quoi. Voilà. Et... Vous n'avez fait que du lait? Non, on fait donc de la brique de lait. Ensuite, on a développé des yaourts, des crèmes dessert, du riz au lait,
du fromage, du beurre et de la petite crème épaisse UHT aussi. Toute une gamme Avec 15 éleveurs. avec 15 éleveurs. Voilà. En fait, ça avait été proposé à tous les éleveurs du département et ceux qui ont osé entre guillemets, faire le pas et mettre un petit peu d'argent dans la société, parce qu'il fallait bien prendre des parts. Ceux qui ont osé ont démarré l'aventure. Hein. Donc les 2-3 premières années, ça n'a pas été facile. Il a fallu se créer une place dans les grandes surfaces avec notre nouvelle brique de lait, se faire connaître. Et au bout de 3 ans, on a réussi à développer, à agrandir la gamme et petit à petit à se faire une place dans les rayons du supermarché. Quoi. Yeah. Le département, c'est le département de... Des Hautes-Pyrénées. Ouais. Les autres n'ont pas Non. la place. Il n'y a pas d'éleveurs des autres, non, voilà. Après, nous, on commence à les vendre un peu plus. On a fait tout l'Haute-Pyrénées, mais on commence à aller à l'extérieur. Après, Aujourd'hui, ouais. tous les éleveurs n'ont pas voulu suivre non plus parce qu'il y a un cahier des charges, une c'est alimentation sans OGM ni huile de palme. Donc c'est quand même aussi un petit surcoût, un critère. Et un critère qui est quand même une partie d'herbe aussi dans la ration à hauteur de 60%. 60%, ouais. Le but, c'est de valoriser au maximum le local. Et caractériser le produit. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, parce que les retours clients qu'on a, c'est que notre lait a un goût, soi-disant meilleur que les laits classiques de l'industrie. Quoi. Voilà. C'est ce que nous disent les retours clients. Dans vos propos avec tous ces projets, très joli le bâtiment. Merci. Que ça reste enregistré. Mais vous avez un dernier pari, on dit, avec le robot de l'alimentation. Oui. Explique-moi qu'est-ce que c'est ces machines-là. Alors cette machine-là, elle ne devait pas du tout être dans le bâtiment à la base. Et puis en menant la réflexion de la conception du bâtiment, l'objectif premier c'était que les vaches aient de la place. Qu'elles soient à l'aise. Pardon, répétez. Notre premier objectif c'était que les vaches aient de la place et du confort, et pour qu'il y ait aussi une circulation fluide au niveau des robots de traite. Rappelons-nous, combien de mètres vous avez par vache ici? En couchage, il y a 15 mètres carrés, et en aire d'exercice, je calcule. Sans passer, il y a 500, il y a 700 mètres carrés, 700, ça fait, et il y a 9-10 mètres carrés de 9, si je dis pas de bêtises. Oui. Bon, sinon on reviendra. Et après vous avez en plus de la place entre les robots. Oui, voilà, je le compte avec des mètres carrés d'exercice, dans les 9 mètres carrés. Donc oui, il y a beaucoup de place devant les robots pour faciliter la circulation au niveau des robots de traite, du fait qu'on soit en circulation libre. Voilà, ça c'était un choix de notre part aussi. On ne voulait pas de circulation forcée, ça ne nous plaisait pas, en fait. Mais il n'y avait pas de consensus avec la maison des robots, n'est-ce pas, ça? Pourquoi? Non, parce que la stratégie de Laval de base, ils ont changé, mais ils ne voyaient que par le forcé. Donc ça a été un petit peu dur à faire passer la pilule au début. Et par les forcés, ça serait un batchmaking presque. Oui, presque, ou une présélection, ça veut dire qu'il faut qu'elles aient, quand elles sont à la table d'alimentation, soit elles sont obligées d'aller au robot, ou pour venir à table, je ne sais plus comment ça marche, mais il y a un circuit qui les force. Ouais. Et en tout cas, vous aviez très clair qu'il fallait de la place là. Ouais. Oui, ça, le cabinet qu'on a fait intervenir en consultation robot, lui, ça a été son premier truc, de la place et un box derrière les robots avec qui puisse accueillir 20% du troupeau pour avoir justement des fins de lactation, des vaches à s'occuper, les débuts de lactation qu'on veut surveiller, tout ce qui est à surveiller, ça vient dans ce box. Donc au début, on a eu du mal à travailler avec ce box. On avait tendance à pas en mettre beaucoup dedans. Et aujourd'hui, il y en a une vingtaine. On se rend compte que finalement, c'est très pratique à l'utilisation. Bon, ça a été ma faute parce qu'on est allé vers la machine, après on est revenu sur ça. Oui, pour revenir là. On recommence avec la machine. Alors, pourquoi cette machine? Parle-moi. Oui, c'est parti de la conception du bâtiment. Donc du coup, puisqu'on voulait des mètres carrés par vache, on s'est rendu compte qu'une fois fait nos mètres carrés en couchage, notre en exercice, il ne restait plus trop de place dans le couloir d'alimentation. Et deuxième problématique, c'est notre charpente en arche qui prenait de la place. Donc soit on faisait un couloir très large et on diminuait encore l'espace des vaches. Et entre-temps, de Laval a commencé à nous dire mais on a créé un partenariat avec Lucas, on va avoir un wagon. Bon, attendez, Donc. ça veut dire
on a un bâtiment très joli, Oui. mais ça a supposé un petit problème. Voilà, il y avait un problème. Soit on changeait de... L'esthétique, c'est l'esthétique, mais Oui, mais soit on changeait de charpente, on partait sur un poteau droit et après ça repart droit, mais c'était 15% plus cher. en plus, Oui, l'arche est moins cher que le poteau droit, la couronne de bois et repartir. Il y avait un delta de prix quand même. mais l'arche a son handicap. Il a son handicap, voilà, il faut dire ce qu'il est, il a son défaut. C'est Et ça. alors Donc du coup, ils nous ont commencé à nous parler du wagon d'alimentation. Alors c'était, pour tout vous dire, c'était quand même une idée qui avait été évoquée 5 ans en arrière. On avait été voir un Rovidbeck, le Canadien, en Bretagne. Ensuite, on l'avait laissé de côté parce que le budget ne le permettait pas. Et du coup, on a quand même réétudié la solution, mais en très simple, puisqu'on n'a pas installé la cuisine complète. De Laval nous a proposé de mettre juste une table de chargement et le wagon. Donc ça nous paraissait un peu farfelu au début comme idée. Puis après, on a commencé à y réfléchir. Du coup, quand on a commencé à réfléchir, ils nous ont fait directement le devis, regarder si ça passait, bon ça allait. Là on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous embêtait toujours de diminuer cet espace aux vaches. Et après, il y avait aussi l'argument que le wagon passe régulièrement et qu'il amène de la ration toujours plus fraîche, en moins grande quantité, donc elles finissent toujours tout. Plus de refus, ça c'est confirmé, on a très peu de refus. On enlève quasiment les refus une fois par semaine, mais c'est des bricoles. Voilà. Donc ça, et aussi oui, ça permettait de fluidifier le trafic des vaches au robot, du fait de les stimuler régulièrement. Donc on s'est dit, bon, il peut y avoir un petit gain de production de ce côté-là, ça peut lui trouver une petite rentabilité, parce que le problème c'était la rentabilité de cet outil sans qu'il puisse tout alimenter. Parce qu'on doit toujours, avec notre charge télescopique, faire la ration. Donc, notre télescopique passe toujours du temps à travailler. Donc aujourd'hui, c'est quand même, ça reste l'inconvénient de cet outil. Donc du coup, on a vu les choses plus loin, on s'est dit, mais plus tard, on peut le faire évoluer et compléter, donc on le met maintenant, quoi. Voilà, donc ce qui fait qu'on a fini par faire le choix de le mettre. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas rentable à 100%. Il faut dire ce qui est. Puisqu'à côté, il y a un engin qui tourne et qui ne devrait pas tourner si la cuisine était totale. Voilà. Après, il y avait aussi la solution, enfin, il y a aussi l'autre argument qui nous a un peu fait pencher aussi la balance, c'est qu'on s'est dit, bon, ben, on peut à n'importe quel moment de la journée s'occuper de préparer la ration, on l'y met, après il se gère. Ça permettait par rapport au télescopique qui est beaucoup utilisé sur la ferme aussi de se le libérer quand on veut, quand il y a des chantiers d'ensilage, qui doivent faire les silos, l'engin. On a beaucoup plus de souplesse sur l'utilisation de la machine. Donc ça nous libère un peu, ou s'il y a d'autres travaux des champs, on se dit bon mais si cet après-midi il faut faire des semis, ce matin on remplit la table, après le wagon il se débrouille, on peut aller travailler dans les champs, alors que c'est vrai qu'avant on distribuait quand elles étaient à la salle d'attente, donc dès qu'elles étaient à la salle d'attente pour la traite, il fallait automatiquement être là pour distribuer. Ça nous a quand même simplifié le travail aussi, plus de souplesse dans le travail. Et le résultat, c'est toujours le même. Là, le robot, ce qu'il vous donne, c'est la certitude d'avoir un produit toujours le même. Oui, voilà, parce que même s'il est préparé jusqu'à un jour à l'avance, comme il distribue des petites quantités, ben, elles finissent toujours tout. On n'a pas le problème qu'on pouvait avoir à l'autre bâtiment quand on en met beaucoup avec une mélangeuse pour un jour, que s'il y a un peu de chauffe l'été ou comme ça, elles en laissaient, alors que là, non, vu que c'est des petits volumes, elles mangent. Il y a beaucoup moins de pertes qu'auparavant. Avant, on pouvait dire qu'on sortait par semaine 200-300 kg, je pense. Aujourd'hui, par semaine, si on sort sur 115 mètres, si on sort 3 pelles, c'est le maximum. Oui, on le voit. Hein. Oui, oui. C'est vraiment les brins qui n'ont pas été bien coupés à l'ensilage, c'est tout simplement qui reste. Sinon, tout le reste, c'est vraiment... On peut le dire à notre caméra. Bouge. Oui, on enregistre, mais là, oui, là. Ouais. Quand les vaches sont en train de manger le reste. Oui, mais surtout que là, il y a eu la pause chargement des batteries. En fait, il y a toujours cet horaire là sur le coup de midi. Mais comme les vaches se reposent, en fait, elles se sont réglées. Là, quand le wagon va démarrer, elles vont se lever, mais peut-être pas toutes. Elles savent que c'est la pause. Et on revient, et ça, on l'utilisera aussi. On est TikToker presque. Bon. Donc voilà, avec le recul, on ne regrette pas, mais après, le but est de pouvoir l'automatiser le plus vite possible. Mais bon, pour l'instant, il faut.
mais vous attendez à arriver à un stade encore... Oui, voilà, bien stabiliser la trésorerie, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, quand on lance un projet comme ça, pendant 2 ans, la trésorerie, elle en prend un coup, ouais, c'est quand même assez dur. Le temps d'arriver au nombre de vaches, à la production, on va pas se mentir, le début c'est tendu, financièrement. Et heureusement, maintenant, on est avec le prix de lait Voilà, oui, Oui. heureusement. Intéressant, ouais, c'est plus sûr. ou moins à ce moment-ci, par ici, comment vous êtes? 480 prix de base, on est sur le mois dernier. Là. Donc avec la qualité, on a fait du 515 de payé. Quoi. On a fait Qualité quand même, 515. Oui, oui, là, ouais. Quelque chose de plus? Je sais pas. Ça, et ça mérite que vous le saviez. Non, qu'est-ce qu'on Ce qu'on peut dire, c'est que ce bâtiment nous a permis de nous libérer du temps aussi. Parce qu'avant, c'était 100% du temps, du lundi 6h au dimanche 20h, 21h, voire tout le monde sur la ferme. Parce qu'aujourd'hui, on fait un week-end sur 3, on travaille. Et si on a des journées, on peut prendre des vacances, on peut partir une semaine, 10 jours sans souci. C'est un avantage oui. aujourd'hui. C'est que la conception du bâtiment a été faite aussi pour essayer de pouvoir bosser une personne le week-end. C'est d'où le pourquoi qu'il y a le box derrière le robot 1, c'est qu'il y a ces vaches-là à proximité, pour pas avoir à venir courir ici pour se ramener une vache tout seul si jamais elle ne veut pas venir. Tout a Vous été... êtes arrivé en troupeau déjà, vous êtes aux limites de ce que vous envisagiez. Un nombre de vaches? Oui. Oui, là on a même dépassé un petit peu. Ah bon? Oui, enfin on s'est dit 120, là on est monté à 125, on a fait un pic à 130, 132. Mais en fait on a gardé, parce que le prix du lait était haut, là elles étaient un peu de réseau, donc elles étaient là. Mais finalement, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas beaucoup plus à pousser quand même de vaches au robot. C'est ce qu'on craignait un peu de passer au-dessus de 120, et c'est resté quand même relativement fluide sur les robots. C'était un peu notre surprise, parce qu'on se disait, passer un certain nombre, ça va être compliqué. Bon, finalement... Il ne vous faut que le dalle, oui. Le dalle, oui, que le dalle pour les petits veaux. Pour le petit génie, Ouais. pourquoi pas un jour. C'est le dernier robot qu'il vous faut. Oui. C'est ça. Après, comme l'inconvénient, on a ni chaveau, donc le dalle, c'est plutôt pour des parcs. Mais bon, après... Jérôme, explique-moi quelle est la machine que tu as là derrière et pourquoi cette machine? Ça et Ouais. pourquoi vous l'utilisez? Alors, donc cette machine, en fait, c'est un pulvérisateur automoteur. Donc en fait, on a fait le choix de partir sur cette machine pour avoir un engin autonome qui n'ait pas besoin de l'atelier derrière le tracteur, comme un pulvérisateur classique, pour pouvoir toujours aller travailler au bon moment. Et la particularité de cet automoteur, c'est que c'est un automoteur ultra léger, qui est fait pour rouler vite en pulvérisation et faire du bas volume. Donc ça permet d'intervenir dans les conditions climatiques les mieux possibles pour la plante. C'est-à-dire qu'on intervient en fin de nuit avec beaucoup d'hygrométrie et ça nous permet de diminuer les volumes de produits phyto et d'aller rapidement faire beaucoup d'hectares dans une fenêtre météo la plus adaptée. Donc ça nous permet de faire beaucoup d'hectares dans une fenêtre météo la plus adaptée. Et en fait on l'utilise pas mal parce qu'aujourd'hui, toutes nos prairies qu'on récolte et tout, on y met des pulvérisations d'oligo-éléments, de vitamines. En fait on les booste naturellement. Et c'est grâce à cet engin qu'on arrive à passer beaucoup d'hectares en peu de temps et s'occuper des prairies correctement, quoi. Il ne sert pas que pour faire du phytosanitaire en fait. Il sert aussi pour faire des vitamines, oligo, tout ce qui est apport nutriments sur les plantes. Et l'auteur, quelle raison? Alors la hauteur, c'est parce qu'à la base c'est un engin qui est vendu pour les céréaliers, qui fait des traitements dans les blés, les colzas, donc des colzas qui sont hauts comme ça. Mais après ça nous sert aussi nous dans les maïs. Parce qu'on peut faire on fait aussi des oligos de vitamines sur des maïs qui sont à 7-8 feuilles comme ça, donc on enjambe les maïs avec. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette piscine qu'on a là? C'est une piscine couverte, c'est quoi? Donc on pourrait croire que c'est une piscine couverte, mais non, c'est une poche à lisier. Un petit peu spéciale. Donc en fait, on a une pré-fosse dans le bâtiment des vaches où le robot racleur se vide quand il a fini son tour. Et tous les 10-15 jours, on la vide. Donc on a un gros tuyau qui fait le tour du bâtiment et ensuite elle se remplit par-dessous, d'un côté, du côté gauche, et du côté droit, on a le chargeur pour recharger avec la tonalité. Et donc cette poche elle est couverte. C'est comme une piscine, elle est en V et sur un plat en bas. C'est qu'il y a 2 gros malaxeurs pour mélanger à l'intérieur avant de la vider.
Et ensuite, l'avantage de cette poche à aiguiller, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur, donc toutes les eaux de pluie restent à l'extérieur. Et ça augmente la capacité pas la capacité réelle, mais on peut mettre plus de lisier vu qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dans cette poche-là. Et c'est pas risqueux de se promener là où on peut se promener? Non, on peut se sur? promener dessus. C'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut marcher dessus et on ne risque rien, elle ne va pas se percer.